Bonjour, aujourd'hui nous commençons le chapitre 5, un chapitre qui sera consacré entièrement à la chaleur molaire d'une réaction. Donc on débute avec la section 4.1 en parlant de calorimétrie. Donc vous allez voir qu'il y a certains éléments qui sont déjà couverts précédemment dans le chapitre 4. Donc justement, comme on l'a vu précédemment, l'énergie absorbée ou dégagée par une transformation, ça constitue ce qu'on appelle la chaleur de réaction. Donc on a parlé de chaleur molaire de réaction quand c'est une quantité d'énergie impliquée pour une mole de réactif ou une mole de produit. Puis on a aussi parlé de chaleur massique de réaction lorsque la chaleur en jeu est une quantité d'énergie par gramme de réactif ou de produit. Donc, on a déjà fait certains calculs en lien avec la chaleur de réaction. On fait un rappel aussi de la loi de la conservation de l'énergie. Donc, on se rappelle que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite, mais elle peut être transférée. Donc, dans le cas d'une réaction endothermique, c'est une réaction qui a besoin d'énergie pour se produire, cette énergie-là va nécessairement provenir du milieu environnant. À l'inverse, lors d'une réaction exothermique, une réaction qui dégage l'énergie, l'énergie, elle est dégagée vers le milieu environnant qui, lui, va l'absorber, cette énergie-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans une réaction endothermique, on observe une baisse de température du milieu environnant parce que le milieu a fourni de l'énergie, tandis qu'ici, on observe une augmentation de température du milieu environnant parce que c'est le milieu qui a absorbé une certaine quantité d'énergie. Donc, pour que ça fonctionne bien, pour qu'on puisse vraiment bien observer la loi de la conservation de l'énergie, il est important de travailler dans ce qu'on appelle un milieu ou un système qui est isolé. Donc, on l'a déjà fait précédemment en laboratoire en utilisant, par exemple, une tasse thermos. Donc, on distingue ici trois types de milieux. Il y a d'abord les milieux ou les systèmes ouverts. Donc, dans un système ouvert, on va voir qu'il peut y avoir à la fois échange de matière et échange d'énergie avec le milieu environnant. Donc, qu'on prenne soit le pot de confiture ouvert ou l'éprouvette ici ouverte, on comprend bien que, par exemple, l'eau peut s'évaporer. Donc, il va y avoir un échange de matière avec le milieu environnant. Et on peut facilement, même seulement avec nos mains, réchauffer l'éprouvette en question. Deuxième type de système, c'est le système fermé. Donc, par exemple, ici, le pot de confiture qui est scellé, comme quand on l'achète à l'épicerie, ou l'éprouvette ici qui est fermée. Donc, dans ce cas-ci, on dit qu'il peut y avoir échange d'énergie avec le milieu environnant, mais pas échange de matière. Donc, le milieu ici peut pas perdre ou gagner de la matière. Par contre, on peut facilement le chauffer ou le refroidir. Donc, échange d'énergie, mais pas de matière. Et finalement, on a le système isolé où on dit ici que théoriquement, il ne peut y avoir aucun échange avec le milieu environnant. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'échange de matière et non plus, il n'y a pas d'échange d'énergie. Donc, sur une courte période, on a quand même ici un bon contrôle de l'échange d'énergie, étant donné le fait que le thermos est bien isolé de son milieu environnant. Ici, on voit que l'éprouvette, elle est dans un milieu isolé qui est probablement ici, par exemple, du styromousse. Donc, c'est important de distinguer les trois systèmes, ouverts, fermés et isolés. Donc, quand on va travailler dans notre système isolé, ça va être assez facile, lors d'une réaction exothermique, par exemple, de mesurer le changement de température du milieu environnant. Donc, on l'a fait déjà en laboratoire, par exemple, quand on a utilisé un morceau de métal qui était chauffé et qu'on l'a mis dans de l'eau qui était à température de la pièce. Donc, on avait à ce moment-là un transfert d'énergie du morceau de métal vers l'eau.
Même principe, lors d'une réaction endothermique, c'est le milieu environnant qui va se refroidir. Donc, encore une fois, par exemple, de l'eau pourrait transférer son énergie à une substance, par exemple, qui est plus froide. Donc, si on travaille plutôt avec de l'eau chaude, elle peut se refroidir pour réchauffer un métal qui serait froid, par exemple. Donc, on a vraiment un échange d'énergie entre les milieux. Donc, ce qu'on a vu également, c'est que dans un système isolé, l'énergie qui est absorbée ou dégagée par la transformation, donc on parle à ce moment-là de Q pour chaleur et réaction, donc chaleur de réaction, ça va équivaloir à l'énergie qui va être dégagée par le système. Donc, on écrit à ce moment-là chaleur du milieu. Donc, toujours le milieu environnant, soit qui se refroidit ou qui se réchauffe, selon qui dégage ou qui absorbe de l'énergie. Donc, ces deux quantités d'énergie-là sont égales en grandeur, mais opposées en signe, parce qu'il s'il y a un qui absorbe, c'est nécessairement que l'autre a dégagé. Ce qui fait que lorsqu'on veut établir une égalité, on va écrire que l'énergie ou la chaleur de réaction est égale à moins la chaleur du milieu. Et là, on va avoir nécessairement une égalité. Donc, de façon pratique, en laboratoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la variation de température du milieu environnant. Et puis, grâce à cette variation de température-là du milieu environnant, on va pouvoir calculer MC delta T, donc en sachant la masse du milieu environnant, par exemple la masse de l'eau, fois la capacité thermique massique, dans l'exemple que je viens de dire de l'eau, fois sa différence de température. Donc, on va arriver à calculer la chaleur impliquée par le milieu. Et ça va être notre calcul de base là, pour utiliser là, le principe de calorimétrie. Donc, c'est de là que ça vient, calorimétrie. Calorimétrie, ça vient de calor, qui veut dire chaleur, et de métron, qui veut dire mesure. Donc, on fait vraiment une mesure de l'échange de chaleur entre deux milieux. Donc, pour faire nos calculs, on va se servir d'un calorimètre. Donc, un calorimètre, c'est un peu comme on a utilisé là, avec le thermos et l'eau précédemment en laboratoire. Donc, c'est un appareil qui est un contenant qui est isolé et qui va renfermer là, généralement un volume d'eau. Donc, pourquoi on se sert pratiquement uniquement de l'eau? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la première, c'est que l'eau, c'est facilement accessible et ça coûte pas cher. Et puis, en plus, ça a une grande capacité thermique massique. Donc, même si ma réaction implique une grande quantité d'énergie, comme l'eau absorbe vraiment beaucoup d'énergie pour modifier sa température même d'un seul degré Celsius, ça va être assez efficace là, pour faire nos mesures. Donc, le calorimètre peut avoir différentes formes. Donc, celle qu'on va utiliser le plus souvent en laboratoire pour ce qui nous concerne, c'est ce modèle-là ici. Donc, où on a un contenant, de l'eau et un thermomètre. Donc, à ce moment-là, notre réaction qu'on veut mesurer ou qu'on veut vérifier la chaleur molaire de réaction, elle va se dérouler directement à l'intérieur de l'eau. Donc, c'est la première situation ici. Donc, quand ma transformation se déroule en milieu aqueux. Donc, c'est le cas de deux transformations qu'on va faire en laboratoire. Donc, je vous invite à les ajouter. Donc, par exemple, si je fais une dissolution, ce qu'on a déjà fait précédemment, je dissous par exemple du NaOH. Est-ce que ça libère de l'énergie ou est-ce que ça en absorbe? Même chose pour la neutralisation. Donc, je peux prendre deux solutions aqueuses, un acide et une base, les mélanger ensemble et observer qu'il va y avoir une variation de température. Donc, cette variation de température-là va me permettre là, de calculer une chaleur de réaction. Donc, ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on ajoute dans l'eau tout simplement, par exemple, la substance à dissoudre. On prend l'agitateur pour le mélanger et notre thermomètre là, nous permet de mesurer la variation de température.
Il y a d'autres cas où on va utiliser ce qu'on appelle une bombe calorimétrique. Donc, par exemple, si je veux faire une combustion, donc si je veux faire brûler quelque chose, ben c'est certain que je ne peux pas le mettre directement dans l'eau pour le faire brûler. Donc, à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle ici une chambre de combustion, où on va faire brûler notre échantillon. Il y a ici une arrivée d'oxygène, parce que la combustion nécessite la présence d'oxygène. Et la chaleur dégagée ici par la combustion, ben, va se communiquer ici à l'eau qui entoure la chambre de combustion. L'agitateur ici ben, permet de brasser l'eau et de répartir uniformément l'énergie. Puis on a ici une mesure de la variation de température. Donc on appelle cet instrument-là une bombe calorimétrique. Donc c'est ce qui complète l'introduction à la calorimétrie. Il me reste seulement à vous montrer là, quel calorimètre nous on va utiliser en laboratoire. En fait, on peut travailler soit avec un thermos ou soit avec ce modèle-là ici, tout simplement 2 verres de polystyrène. Parce que le polystyrène là, absorbe très peu d'énergie, surtout quand il est doublé comme ça. Donc, nous, on va travailler avec un calorimètre ici, où on a tout simplement de l'eau dans un verre de styromousse.